Alors, bienvenue, bonsoir à tous. Ça fait bizarre de vous voir comme ça, mais ça fait quand même chaud au cœur et ça fait plaisir de vous revoir après autant de temps passé à distance. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, c'est la 5e année du What a Trip Amy Festival. On fait notre 5e anniversaire. Et pour nous, c'était hors de question de ne pas fêter ces 5 ans ensemble. Ça va être notre leitmotiv pendant toute cette année. Euh, et euh, qui dit What a Trip dit forcément After Work Voyage. Malheureusement, depuis le mois d'août, on n'a pas pu en organiser. On a pu organiser la 4e édition du festival, heureusement, en septembre. Mais voilà, on avait besoin de vous voir et échanger avec vous et de partager avec vous. Donc, c'était hyper important pour nous de mettre en place ces afterworks. Toute l'équipe de What a Trip et d'ABM a travaillé sur ces afterworks numériques. Donc, c'est le tout premier. S'il fonctionne, si on n'a pas de bug technique, il y en aura un tous les mois. Donc ça, c'est la première annonce qu'on voulait vous faire ce soir. On est très content de vous le faire. On est très content de partager ce moment avec ABM, qui sont des amis maintenant du festival et d'amis de la première heure en plus, avec qui on organise le off du festival. Sachez que toute l'équipe du festival, en tout cas, est déjà sur les chapeaux de roue pour vous préparer une 5e édition d'Enfer. C'était le leitmotiv l'an dernier. On espérait ne pas avoir à le préciser cette année non plus, mais on ne lâche rien. Et le festival What a Trip aura lieu cette année en septembre. On a la chance d'avoir lieu en septembre et tous les espoirs sont là pour qu'on ait lieu dans les meilleures conditions et pour qu'on vous propose une 5e édition d'Enfer. Toutes les équipes sont là et on est très hâte de vous revoir. Donc ce soir, on vous propose une soirée un peu spéciale. À distance, on va vous proposer de diffuser, de voir un film qui s'appelle Himalaya Handicap, dont du coup tout à l'heure Gérard vous dira quelques mots. On aura la chance après d'échanger avec Paul sur son expérience et peut-être d'autres personnes de l'équipe. On ne vous en dit pas plus non plus. Tout ça pour vous dire que on est très content de vous voir et qu'on a hâte de vous retrouver en présentiel, puisque c'est la mode de dire ça maintenant. Que je remercie du coup toute l'équipe aussi du festival What a Trip qui a travaillé sur cet afterwork et toute l'équipe d'ABM. Et je laisse la parole du coup maintenant à Gérard au nom de l'association ABM. Bon, donc, au nom d'ABM et de son président René Montpied, qui est d'ailleurs là avec nous ce soir, je me suis déplacé dans les locaux du What a Trip pour qu'on puisse présenter la soirée ensemble. Donc, au nom de toute l'équipe d'ABM, on est très heureux de vous voir aussi nombreux à cette soirée. Alors, comme vous le savez, nous, notre association, on organise chaque mois une soirée à Castries pour présenter un film et un débat derrière avec la présence du ou des réalisateurs. Eh bien, depuis le début de la pandémie, depuis 1 an bientôt, on a été obligé d'annuler ces soirées et donc on avait hâte de vous retrouver. Et donc, lorsque Romain nous a proposé, il y a 1 mois environ, de nous associer pour faire une soirée commune en visioconférence, eh bien, on a tout de suite dit oui et on est très heureux d'être là ce soir, tous ensemble réunis. ABM et le What a Trip réunis. Donc, le film que nous allons vous présenter, c'est un film. D'abord, je ne vais pas vous présenter ABM, ceux du What a Trip, vous nous connaissez peut-être un peu. Si vous voulez nous connaître un peu davantage, nous avons un site évidemment sur lequel vous pouvez venir consulter toutes les informations qu'on met en ligne de temps en temps et qui sont à jour évidemment. Donc, le film que nous présentons ce soir, nous l'avions sélectionné pour nos soirées à Castries parce que notre petit comité de sélection l'avait découvert il y a quelques mois et unanimement, on l'avait trouvé particulièrement intéressant. Et donc, on a proposé donc à Romain de présenter ce film ce soir. Et après l'avoir visionné, ils ont accepté et on est très heureux donc de pouvoir vous présenter ce film. Alors, c'est un film qui a été réalisé en 2018 par une association qui s'appelle Exploits sans frontières. Et le but de cette association, c'est de faire partager des aventures exceptionnelles à des gens qui sont porteurs d'handicap. Et donc, cette association a organisé déjà plusieurs expéditions dans différents endroits. Et donc, le président de l'association, Noël Smarin, avait décidé donc en 2018 de partir avec 2 personnes handicapées et un groupe pour pouvoir faire l'ascension d'un sommet dans le Ladakh. On l'a arrêté. Donc, on ne vous entend pas. Hein. On ne nous entend pas? Comment ça, on ne nous entend pas?
Si votre micro sort. Si, on vous entend. Hein. On vous entend. Ben, il faut peut-être que vous montiez le son. Il faut que… Oui, exactement. Il y a un verre, donc ça marche, mais C'est on peut-être. n'entend rien. Alors, si votre micro Ben, c'est une question de micro. fonctionne, le pictogramme en forme de microphone doit s'animer lorsque vous parlez. C'est ça. Voilà. Bon, donc, ben, je continue. Mais comme on n'entend pas. Ben, si vous ne nous entendez pas, c'est que votre haut-parleur d'ordi n'est pas bien réglé. Il faut que vous montiez le son de votre ordinateur parce qu'apparemment, les autres nous entendent bien. Voilà. Donc, Anne et Joël, je vous vois. Ben, c'est un problème de réglage de votre ordi. Il faut que vous interveniez sur votre ordi. Voilà. Donc, je vous disais que le réalisateur de ce film, qui s'appelle Paul Goldberg, est avec nous ce soir et il interviendra évidemment tout de suite après la présentation du film. Il est très heureux également d'être parmi nous et donc nous le remercions chaleureusement d'avoir accepté que l'on puisse présenter son film sur cette formule un peu spéciale qu'est la visioconférence qu'on va faire ce soir, tous ensemble. Donc, je ne vais pas m'appesantir. Je pense qu'on va tout de suite démarrer la projection du film, mais avant, on va vous expliquer les modalités du déroulement de cette soirée. Donc, je relaisse la parole à Romain qui va vous présenter tout ça. Merci. C'est le moment mode d'emploi, effectivement. Donc, comment ça va fonctionner? C'est très simple. Je vais vous partager Donc, lorsque vous êtes en bas de votre écran, vous avez une petite fenêtre où il y a marqué « Converser » avec une bulle. Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir sur la droite de votre écran un fil sur lequel les gens peuvent parler. Vous avez des messages. Et donc là, sur ce fil, vous allez voir, magie du direct, un lien YouTube s'afficher. Vous l'avez vu? C'est bon? Donc du coup, lorsqu'on vous donnera le go, vous vous rendrez du coup sur la page YouTube. L'idée, ça sera qu'on visionne le film à peu près tous ensemble. Bon, on ne va pas tous pouvoir appuyer ensemble sur le bouton play au même moment. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est que chacun visionne le film, du coup, puisqu'on ne peut pas le diffuser là en live depuis cette application, parce que sinon la qualité serait vraiment pas au rendez-vous et on préfère que vous le regardiez en live dans des très bonnes qualités. Et ce qu'on vous propose, c'est qu'une fois que le film est terminé, que vous avez terminé de visionner le film, vous revenez ici. Vous pouvez tout à fait garder d'ailleurs votre caméra allumée. Bon, faites attention à ce que vous faites derrière, mais vous pouvez garder votre caméra allumée avec grand plaisir, regardez le film et on se donne rendez-vous du coup dans 52 minutes. On va arrondir à 55. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde voit le petit message qui s'affiche avec le lien vers le YouTube qui permet de… Non, j'aimerais que vous redisiez. Oui. Redonniez les explications. Alors, s'il vous plaît, juste, du coup, ne commentez pas dans les commentaires. Donc, regardez, vous venez, alors Marine vient de commenter, non, je viens de commenter un message en dessous avec un lien. Donc, du coup, pour Elisabeth, est-ce que vous avez accès à la fenêtre de messages? De discussion, oui. Discussion. Oui, de discussion, oui. Regardez le dernier message que je viens de poster. Oui. Un lien, cliquez dessus. YouTube, le lien YouTube. Exactement. Voilà, très bien. Voilà. Tout le monde a compris? D'accord. Parfait. Oui, pardon? Oui, parfaitement. Donc, on lance tous la projection chacun de son côté et on se retrouve, le film dure 52 minutes, il est 19h15, donc disons on se retrouve vers 20h10 pour lancer le débat. Donc comme ça, ça laisse un peu le temps à chacun de pouvoir prendre 5 minutes après la fin du film pour nous retrouver. Donc on se reconnecte tous ensemble à 20h15. 20h10, ouais, 20h10. OK? À tout à l'heure. Bonne projection. Bon film. Alors, donc, nous sommes 3 ici dans le local et il y a Martin qui nous sert d'interface pour recevoir les questions et donc il nous transmet les questions et au fur et à mesure, on donnera la parole à la personne qui pose la question pour qu'elle puisse directement interroger Paul. Alors, je pense qu'on peut commencer. Bah oui, on peut accueillir. Alors, Paul est parmi nous. Alors, Paul, est-ce que tu veux nous dire quelques mots avant qu'on débute le débat pour te présenter et nous dire comment tu as vécu cette aventure avec l'association? Oui.
Voilà. Déjà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir participé à la projection. Merci à l'association ABM What a Treat pour faire cette projection virtuelle, on va dire. Écoutez, ça fait un plaisir de pouvoir le reprojeter, on va dire, parce que ça fait déjà, avec toute cette histoire de Covid, c'était compliqué et puis par mon travail aussi, de pouvoir participer à des projections, pouvoir le faire vivre, on va dire, entre guillemets. Et du coup, voilà, ça fait du bien de pouvoir le remontrer à des personnes ici présentes, quoi. Attendez, je vais juste... C'est un peu compliqué. Hop, voilà. Donc voilà, il y a peut-être Noël qui va nous rejoindre après. Là, il est toujours au travail, mais j'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre. Donc voilà, si vous avez des questions, un échange à faire, je suis là. Et puis voilà. Pour commencer le débat, j'aurais envie de te poser la question suivante. Toi-même, donc en tant que réalisateur, tu t'es associé à cette équipe dès le début du projet, ou à quel moment est-ce que tu les as rejoints? Comment ça s'est passé, ton intégration dans cette équipe formée par Noël, président de l'association? En fait, tout est parti de leur projection de leur film de 2017 qu'ils ont projeté à Nice. Qu'ils ont donc en fait, à la fin de la projection, Noël a parlé au public et a demandé en fait à chercher un caméraman pour leur prochaine expédition. Moi, j'étais pas là à la projection. Heureusement, ma mère était présente et est allée voir directement Noël, et il lui a dit que moi, je suis intéressé par les films d'aventure, et que, du coup, que je serais partant pour poursuivre l'expédition de Noël pour 2018. Et donc, tout est parti de là. Ensuite, j'ai rencontré Noël en fait directement en faisant des expéditions un peu autour de Nice, des petites, on va dire pas des balades, mais des bonnes promenades, une bonne journée. Et donc, en fait, au fur et à mesure, au fur et à mesure de l'année, le groupe s'est formé avant l'expédition, un an avant. Donc, on est parti, voilà, à peu près 12 jeunes, où on s'est tous rencontrés pendant l'année précédant l'expédition, pour qu'on se connaisse chacun, voilà, comme je dis dans le film, de montrer vraiment qu'il ne suffit pas de faire des grandes ascensions à faire avant d'arriver en Himalaya. Il faut surtout avoir un groupe soudé, et pour pouvoir suivre être dans des moments difficiles comme ça, et qu'il y ait vraiment une cohésion dans le groupe qui est super importante. Et donc, voilà. Après, j'ai commencé un peu à faire des prises de vue pendant la préparation sur Nice. Et puis ensuite, en fait, à la base, je voulais pas forcément participer, faire totalement le montage. Mais au final, j'ai pris beaucoup à cœur le projet. Donc, en revenant d'Inde, j'ai pris 1 mois et demi, 2 mois à faire le montage, et donc pour en faire ce film. Pardon. On a une première question de Catherine, il me semble. Donc, Catherine, tu peux te démuter, démuter. Réactiver ton micro. Merci. Pour poser ta question. On ne t'entend toujours pas. Vas-y, parle, voir. Non. Est-ce que tu peux écrire ta question? Ah, super. OK. Alors, du coup, on lit ta question pour toi. Bonsoir, ce groupe a un permanent, Noël, et une équipe à peu près différente à chaque fois, mais les villageois semblent en connaître plusieurs. Donc, en gros, la question, c'est, Catherine, tu me diras si c'est ça, c'est est-ce que les villageois en connaissent plusieurs? Connaissent déjà des gens de l'équipe? J'ai l'impression. Ouais. Hoche de la tête? Ouais. Hoche de la tête. Oui, c'est bon. D'accord. Donc, du coup, la question, c'est
qui est un permanent, qui est Noël, du coup, qui est du coup, président de la SOS. Mais par contre, les villageois ont l'impression de connaître plusieurs autres personnes. Est-ce que c'est le cas ou non? Paul. En fait, donc Noël, en fait, ça faisait avant l'expédition de 2018, il est parti déjà les 7 ans en Inde. Et en fait, à chaque fois, il venait, oui, avec des. Donc, dans l'association Expression sans frontières, il y a des personnes qui reviennent souvent faire les mêmes expéditions. Et donc, au fur et à mesure, voilà, il y a aussi des nouvelles personnes qui intègrent le groupe et d'autres qui partent. Et donc, en fait, oui, souvent, les enfants retrouvent en fait une partie de l'association, une partie de l'équipe qu'ils ont vue précédemment. Et donc, c'est très touchant pour eux à chaque fois de les revoir parce que les personnes de l'association aussi voient les enfants grandir. Et donc, il y a un lien qui se fait entre ces enfants-là et puis, les membres de l'association de Noël. D'accord. Catherine, ça te va? On a Laure ensuite qui veut nous poser une question et ensuite on a des questions écrites que je vais reprendre. Hein. Oui, salut. Déjà, bravo. Vraiment bravo. Moi, j'avais une question. En fait, je trouve qu'on voit assez peu la différence entre les personnes valides et non valides dans cette aventure, ce qui est très beau. On voit qu'ils se font aider, bien sûr, mais je trouve qu'ils n'ont pas plus de difficultés que ça. En tout cas, je pensais qu'ils en auraient plus. Et je voulais savoir si c'était un choix éditorial, en fait, de plutôt rester sur l'aspect groupe, l'aspect aventure humaine, etc. Ou est-ce que réellement, ils n'ont pas eu plus de difficultés que ce qu'on ressent dans le film? En fait, c'est vrai que j'ai voulu mettre un peu toute l'équipe à la même hauteur, enfin en fait, qu'il y ait vraiment cette cohésion d'équipe qui soit présente en fait dans le film, qu'on ressente vraiment. Ensuite, il n'y a pas eu, en fait, finalement, non, plus de difficultés pour les personnes qui sont en situation de handicap. En fait, c'est que l'altitude, en fait, chaque personne, en fait, réagit différemment. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne qui peut être très rude qui peut être très, très costaud, enfin, un pompier ou autre, et finalement, qui ne va pas réussir à faire l'expédition. Donc, ça va être des voilà, chacun réagit différemment à l'altitude. Et donc, après, voilà, le but, c'était de montrer que des personnes en situation de handicap peuvent quand même atteindre leurs défis, leurs rêves aussi. Donc, c'est ce que je voulais mettre aussi en cohésion avec toute l'équipe, tous les jeunes, à partir de 18 ans jusqu'à 30-40 ans. Ok. Merci. Merci en tout cas. Alors ensuite, on a une question de Grégory, du coup, que je vais lire, qu'il a posé dans le fil de questions. C'est quels sont les types de handicaps que l'on peut retrouver chez les participants? Là, il y a un handicap, un léger handicap moteur, mental, pardon. Et puis Fabien qui est malentendant. Malentendant depuis son plus jeune âge. Donc, mais ensuite, Noël, il a fait d'autres films aussi sur les années précédentes avec des personnes en situation de handicap moteur. Et donc là, voilà, c'est d'autres films qu'il a mis sur l'année 2016, par exemple. Les années précédentes, il a fait des films dessus. Ok. Tu veux dire la prochaine question? Oui, il y a une question de Yann qui nous dit « Bonsoir et bravo, c'est un film touchant qui parle de l'handicap et le dépassement de soi. On voit la cohésion du groupe. Ma question concerne la difficulté pour ces jeunes de faire l'expédition de nuit. » Oui. C'est vrai que, en fait, c'est... Déjà, en fait, on a mis une semaine et demie à se préparer, à faire
faire la préparation avec l'altitude. Et en fait, là, 224 € le mois, qui donneront un crédit d'impôt. Très difficile pour nous en fait, Oui, donc d'avoir fait l'ascension pendant la nuit, en fait, ça nous a un peu pris, mais au final, je dirais qu'il y avait, en fait, il y avait tellement cet esprit d'équipe qui était présent, où en fait, on était tous ensemble, on est parti à 20h, et finalement, c'est comme si, en fait, voilà, on avait tous déjà dormi avant, mais c'est comme si on se réveillait tôt le matin, et puis voilà, on partait tous ensemble sur une aventure, qu'on mette à qu'on puisse arriver à cette aventure. Et donc, c'est sûr que c'était, en fait, partir à 20h de nuit, ça a été très dur, très, très dur, dès le lever du soleil, vers 6h du matin, quand on est arrivé au sommet et quand on a commencé à redescendre, en fait. C'est-à-dire que toute notre énergie, on l'a mise dans l'ascension, et au moment de la redescente, en fait, on était très... Déjà, notre corps était... enfin, moi, personnellement, j'avais pas l'envie de manger ni de boire. J'étais complètement à bout physiquement. Et avec la redescente, le fait de voir un peu le fait de descendre, en fait, d'avoir la tête baissée, ça nous a... ça, enfin, c'était comme si on était un peu sur une autre dimension, quoi. Enfin, en fait, on a mis toute l'adrénaline qu'on a emmagasinée arrivé à l'altitude, au sommet. On a totalement relâché à la redescente. Et donc, en fait, ça a été la redescente. Enfin, c'était le moment le plus dur, c'était la redescente. Toute la partie de nuit, de 20h jusqu'au sommet, en fait, il y avait toujours cet esprit d'équipe qui était là. Et donc, le fait qu'il fasse nuit, on était un peu dans une ambiance assez confortable, en fait. On était chacun avec nos lampes torches, nos frontales. Et puis, on avançait dans la neige, dans la nuit. Et puis, voilà, il y en avait qui n'arrivaient pas jusqu'au bout. Et donc, on était quand même là pour les soutenir. Mais après, il y avait les Sherpas qui prenaient le dessus et qui nous mettaient la pression aussi, hein, parce que cette altitude-là, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Justement, en parlant des Sherpas, vous aviez combien de Sherpas avec vous jusqu'au sommet? Jusqu'au sommet, en fait, jusqu'au sommet, on avait 2. Enfin, c'est-à-dire qu'on est parti avec 4 Sherpas avec nous. Et donc, il fallait obligatoirement avoir 2 Sherpas au sommet. Et donc, c'est ça qui était un peu qui nous mettait beaucoup la pression. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'au final, à chaque fois qu'il y avait des personnes qui devaient arrêter, elles devaient redescendre avec un Sherpa. Donc, en fait, il y a un premier Sherpa qui est redescendu avec 1 ou 2 personnes. Et donc la deuxième personne, le deuxième Sherpa qui est redescendu, c'était vraiment le moment décisif pour vraiment les dernières personnes qui devaient redescendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le deuxième Sherpa redescendait, on ne pouvait plus forcément redescendre jusqu'à l'ascension, enfin jusqu'au sommet, en fait. Donc, c'est ça qui était un peu, pour moi, ça a été un peu aussi, je me souviens quand IFA, voilà, le Sherpa principal, il est venu vers moi au moment où il y a la dernière personne qui ne se sentait pas bien, qui voulait redescendre. En fait, le deuxième Sherpa, du coup, c'était un peu c'est soit on continue jusqu'à la fin, soit on redescendait. Donc, c'est vrai que je me souviens qu'IFA est venu vers moi et il me dit: est-ce que tu te sens vraiment d'aller monter jusqu'en haut? Et donc, il m'a un peu mis la pression pour que j'y arrive. Et ça m'a vraiment aidé à continuer, de me dire qu'il fallait vraiment que je rapporte des images du sommet, de toute cette équipe qui arrive au sommet. Donc voilà, c'était un grand défi aussi pour tout le monde, quoi. Y compris pour toi. Oui.
Du coup, on va passer à la prochaine question. Vu que là, on n'en a pas énormément, je pense que les personnes peuvent la poser. C'est Marine. Marine, est-ce que tu m'entends? Ah oui, yes, je te vois. Est-ce que tu veux poser ta question? Mais il faut Je te laisse réactiver ton micro. Ok, Yes. voilà, vous m'entendez? Coucou, ouais. Oui, bonsoir. Bon, déjà, oui, avant de reposer la question, oui, je voulais dire bravo pour ce film. C'est vrai, il y a des moments qui sont très, très forts. Et comme il disait tout à l'heure, c'est vrai, cette cohésion de groupe et puis le fait un rêve, en fait, de s'y accrocher, d'arriver tous en haut. Et puis, c'est vrai, cette partie de nuit, bon, on est pris dedans. Donc, c'est vrai que c'est très touchant. Et c'est vrai qu'on finit par oublier complètement le handicap, en fait, de ces gens-là. Il n'y a plus de différence, en fait. Et ça, je trouve que c'est quand même humainement quelque chose de très, très fort. Alors, je reviens à ma question, puisque d'après ce que j'ai compris, ce n'était pas la première expédition qui s'était passée. Donc, il y en a eu plusieurs expéditions. Quels sont les projets pour la prochaine et quelles leçons avez-vous tirées de ces expériences et quel rapport avez-vous eu avec les locaux, justement? Est-ce qu'il y a un nouveau rêve, quelque chose, pour peut-être amener un plus dans l'idée d'amener des handicapés faire ces sommets? Ça fait qu'en fait, c'est dans une question, il y en a 3. Après, je répondrai pour moi, c'est-à-dire que c'est-à-dire que Noël, il a d'autres visions, c'est-à-dire que lui, il aimerait peut-être s'y installer là-bas. Il aimerait bien, en tout cas, habiter en Inde, pouvoir être proche des locaux, proche de IFA aussi. Et puis, c'est un monde qui l'intéresse beaucoup. Donc après, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce que j'entends de lui. Après, en point de vue de l'association, c'est-à-dire qu'il il a mis beaucoup d'énergie. Après, je sais, c'est ce qu'il me disait il y a déjà 2-3 ans, quoi. Donc là, avec le point de vue sanitaire, c'est différent. On ne peut pas forcément y retourner. Et on est toujours en lien avec. Moi, il m'appelle souvent aussi, le Sherpa. Il aimerait bien, il adorait qu'on revienne et qu'il vienne aussi en France. Et pour lui, c'est la situation en Inde, avec les visas, c'est très compliqué de venir en France. Donc, c'est-à-dire que voilà, Noël a mis beaucoup d'énergie dans cette association. Après, il aimerait bien continuer, mais il aimerait bien faire aussi des choses un peu pour lui. Et voilà, j'en ai pas plus d'informations, mais c'est ce qu'il m'avait dit il y a déjà 2-3 ans. Après, Et pour vous, l'envie de retourner, j'aimerais beaucoup. Oui, pour moi, j'aimerais beaucoup y retourner, en tout cas avoir aussi une autre partie de l'Inde, surtout. Et oui, bien entendu, retourner voir les enfants avec IFA, qui nous a amenés dans son village. C'est pour ça que finalement, je reste quand même en lien avec IFA, c'est que j'aimerais beaucoup le retrouver et qu'on puisse aussi découvrir une autre partie de ce qu'il nous a apporté, en fait. Et puis retrouver voilà, ces enfants aussi qui étaient très, très touchés par le fait du film, en fait. C'est vrai que du coup, Noël est du coup est reparti, il a pu leur montrer le film. Et c'est vrai que pour eux, c'est toujours une joie de se retrouver à l'écran comme ça, parmi des personnes occidentaux. C'est des moments très touchants pour eux. Ok. Merci. Alors ensuite, on a une question de Catherine qui demande quels sont les moyens de financement du coup, pour financer cette expédition, enfin ce voyage, et du coup, quel budget est-ce que ça, ou quelle fourchette de budget est-ce que ça représente? Moi, je pourrais pas forcément parler à la place de Noël. J'ai pas une fourchette de budget, mais en tout cas, je sais que le projet a été financé par. C'est ce qu'à la fin du film, il y a un peu tous les remerciements. Donc, ça a été la région PACA, enfin le département de Nice Côte d'Azur.
la mairie. Il y a eu aussi beaucoup d'entreprises, de proches à Noël aussi, qui ont financé pour ce projet. Des associations aussi. Donc, c'est voilà, des financements un peu de différentes personnes, différents mouvements. Donc, tu ne connais pas le budget global de l'opération, quoi? Non, j'ai pas. Non. D'accord. Ensuite, on a une question de Marie-Christine. MC, est-ce que tu veux poser ta question en direct? Je ne te vois pas. Oui, pourquoi pas, je suis là. Bon, déjà, moi, je suis trop contente de vous retrouver tous, hein, vous le savez. Cœur. Et oui, ma question, c'était juste, là, on a vu donc l'Himalaya et handicap. Si j'ai bien compris, l'association ne se contente pas de faire des exploits autour de l'Himalaya. On peut savoir un petit peu s'ils ont d'autres pôles d'attraction, d'autres endroits. Merci, Laure. Donc, sur lesquels ils ont fait des exploits, sur lesquels on pourrait éventuellement visionner des films ou s'intéresser. Il y a En fait, avant l'ascension et puis après l'ascension, Noël met beaucoup en place, oui, des événements sportifs avec des personnes en situation de handicap, ou aussi des événements sportifs pour n'importe qui. Donc, il organise, par exemple, surtout en vélo, toujours en Vélib, de faire des exploits un peu dans la région, aussi en Corse aussi, il avait fait ça. De pouvoir un peu se dépasser physiquement en fait, et mentalement. Donc après, voilà, il y a sa page Facebook, donc Exploits sans frontières, où il recense un peu, il remet tous les événements qu'il crée. Donc là, avec les situations, c'est un peu mort. Mais oui. En tout cas, voilà, il y a la. Merci, Paul. Merci à vous. Alors ensuite, on a René qui nous pose, enfin, c'est pas une question, si c'est une question, vas-y René. Je vais peut-être dire un petit mot. Je suis content de voir Paul parce qu'on s'est entendu plusieurs fois au téléphone. Merci René, bonjour. Bonjour, on s'est encore entendu ce matin là. Alors bravo et félicitations pour cette réalisation d'une aventure collective. Et puis j'en profite aussi donc pour te remercier, Noël, Benoît et Fabien et toute l'équipe pour ce grand moment de partage au cours de cette expédition. Merci à vous aussi. Voilà. Alors donc, moi c'était au tout début, là, distribuer les fournitures scolaires, faire du cinéma avec des élèves comme acteurs. C'est un peu Noël avant l'heure. Alors Noël Samara, ça doit être un peu leur Père Noël. C'est ça, ouais. Comment ils le perçoivent? Bah, c'est un. Bah, pas forcément un Noël, mais je veux dire, c'est un peu. Il est énorme, enfin, une très bonne relation avec ce village, parce qu'en fait, donc on ne dit pas dans le film, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà plusieurs années, il est venu, il avait fait donc avec un Vélib de Nice, il est venu du coup au Ladakh, il a fait un périple au nord de l'Inde, et jusqu'où il est arrivé sur ce village, où il était vraiment en fait à la frontière d'Inde et de Chine, qui était une frontière, un territoire compliqué, qui était très gardé par les militaires et très dangereuse. Et donc, il s'est fait accueillir par ce village où il a senti tout de suite il était très bien accueilli. Donc, ça l'a beaucoup touché. Et donc, il a vu aussi la pauvreté dans laquelle ses enfants étaient, ces personnes vivaient. Et donc, c'est à partir de là qu'il a voulu amener des fournitures scolaires pour ses enfants. Et donc, suite, ça a été un peu, oui, il a été, les villageois et même lui ils étaient tous, très touchés en fait
le fait qu'ils voilà, qu'ils reviennent chaque année, qu'ils pensent à eux. Et donc, voilà. Est-ce qu'ils continuent, malgré le fait de ne plus pouvoir y aller physiquement, est-ce qu'ils continuent à les aider par des dons financiers ou autres? Est-ce que c'est uniquement un rapport d'attente en attendant que les choses s'améliorent? Je ne sais pas trop si à distance, il continue quand même. J'ai plutôt l'impression que c'est à chaque fois qu'il y retourne, même pour lui, quand il y retourne personnellement, il retourne les voir. Mais après, voilà, il a rapport des petites choses avec ce qu'il peut. Mais à distance, je ne sais pas s'il... je ne sais pas trop. Ouais. Et à ton niveau, par rapport à ces deux aspects du voyage, l'aspect humanitaire et l'aspect sportif avec des personnes présentant des handicaps, à ton avis, qu'est-ce qui était le plus fort pour toi, réalisateur du film? Quels ont été les moments qui t'ont marqué le plus? Je pense que c'était... En fait, c'est de pouvoir capter ces images, capter ces émotions tout le long du voyage et pouvoir le retranscrire après dans un film. Pour moi, ça a été vraiment le moment un peu vraiment le plus joyeux pour moi, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai compris parce que j'avais monté le premier teaser là-bas en Inde et en fait pouvoir quand je montais, je faisais le montage et j'étais très touché par aussi je montais un peu je montrais un peu à l'équipe un peu mon montage que je faisais, je leur demandais les avis et ils étaient très touchés par les images que j'avais prises et souvent, oui, quand j'avais quand on regardait le lendemain aussi de l'expédition, on regardait les rushs que j'avais pris. Du coup, on était tous là à regarder les vidéos et c'est des moments pour moi que je garde beaucoup dans ma tête et je comprends que de pouvoir capter ces images-là, que ce soit pas juste un souvenir dans notre tête, de pouvoir avoir des images et pouvoir après le remontrer à des proches, ça me touche beaucoup en fait. Est-ce qu'il y a des questions encore dans ceux qui restent avec nous encore actuellement? Ouais. Oui, je voulais te poser la question, Paul. Quand tu arrives au sommet, donc aux 6000 mètres, la partie la plus difficile, alors grimper, escalader et filmer en même temps, ça ne doit pas être évident. Comment tu arrives à filmer dans cette partie qui est très difficile à la fin? En fait, bon, déjà, j'ai pas une énorme caméra, j'ai un petit boîtier caméra, hein. Mais disons que j'étais beaucoup stressé par mes batteries, en fait. Donc déjà, le fait d'avoir fait plusieurs avions, d'avoir fait des escales, j'ai perdu déjà deux batteries de notre valise. Et du coup, donc après, en fait, c'est vraiment c'est-à-dire que le fait qu'il fasse très froid, les niveaux de batterie déchargent beaucoup plus rapidement. Et finalement, au fur et à mesure, j'ai pu un peu voilà, me dire que ça allait et que du coup, physiquement, j'étais beaucoup plus, enfin, dans ma tête, j'étais plus serein. Mais c'est sûr que du coup, à partir en fait, ouais, en tout cas, c'est de filmer déjà. Ce qui était très compliqué, c'était dans le froid, de ne pas pouvoir sortir mes mains des gants. Donc, de pouvoir un peu, avec des gros gants, pouvoir un peu toucher sur les boutons, c'était pouvoir cadrer, de pouvoir capter des moments et puis aussi d'être assez
concentré sur mes images avec le rythme en fait, du groupe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on était en cordée, je ne pouvais pas forcément m'arrêter, je pouvais pas, on s'arrêtait quand on pouvait. Et donc ça, c'était très compliqué pour moi, le fait que du coup, j'étais au milieu de la cordée, donc je ne pouvais pas me mettre en avant, je ne pouvais pas me mettre en arrière. Du coup, je devais me limiter à ma place, en fait. Et à partir d'un moment, du coup, la fin de l'ascension, oui, je ne pouvais plus du tout déjà, en fait, utiliser ma caméra. Et donc, j'avais pris avec moi une GoPro, une petite caméra embarquée, que je pouvais tenir juste à une petite main comme ça. Et donc là, oui, à partir de ce moment-là, en fait, c'était très dur physiquement, mentalement, et très dangereux aussi pour moi que je sorte ma caméra. Donc j'ai dû prendre juste ma GoPro et donc capter juste ces derniers moments jusqu'à l'arrivée au sommet, où là on a pu se poser, et du coup je sorte ma caméra, qu'on prenne une photo. Mais tout ça assez rapidement, parce qu'on pouvait pas, on est resté 10-15 minutes au sommet, on ne pouvait pas rester plus longtemps avec le froid, le fait qu'on soit en... Il faisait quelle température? Je pourrais pas, peut-être moins 15 ou moins 20, mais en fait, on n'a pas de... On n'a pas forcément de notion de température en haut, on est assez pris par l'émotion. Notre corps est un peu dans un différent, enfin, je veux dire, on réagit vraiment différemment, on ressent des choses différentes. Vous n'avez pas emmené le thermomètre, quoi, en fait. Non. Et non. Je crois qu'on avait une question de Monsieur Le Maire. C'est ça. Est-ce qu'il est là? Il sera sans doute là. Ouais, c'est bon. Ouais. Ah. Ouais, salut Polo. Du coup, si tu avais une petite anecdote rigolo à nous raconter de l'ascension ou du voyage. Il y a Julie aussi à côté, c'est ça? Ouais, elle est juste là, regarde. Une anecdote. Julie aussi, pardon, qui fait partie de... Donc, vous connaissez peut-être, qui a fait partie de l'expédition. Une anecdote... Je pense que c'était... pour moi, c'était le début, en fait, oui, le tout début du voyage, donc le fait donc on a pris l'avion à Nice, on est arrivé à Delhi, à New Delhi, la capitale de l'Inde. En fait, j'ai eu un problème avec mon visa, j'étais le seul à avoir un problème avec mon visa, c'est-à-dire que je ne pouvais pas sortir de l'aéroport. Donc en fait, déjà voilà, tout le monde était là. Enfin voilà, j'étais là pour faire le film, Noël, en particulier le voyage, et c'était un peu, tout commençait très mal. Et du coup, heureusement, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'à la base, donc les militaires de l'aéroport voulaient que je rentre à Nice et que je refasse mon visa là-bas. Et heureusement, j'ai pu en fait aller à Katmandou, du coup à 1h30 de New Delhi, au Népal, où là, je n'avais pas besoin forcément de visa pour sortir de l'aéroport. Et donc, grâce à des connaissances de famille, j'ai pu aussi être accueilli en fait par une directrice d'école à Katmandou, qui m'a pu m'accueillir pendant 3-4 jours pour le temps que je refasse mon visa, en fait, et que je puisse retourner en Inde, retrouver l'équipe. Du coup, voilà, dès le début du voyage, j'étais en fait arrivé à New Delhi, j'ai dû quitter l'équipe pendant 3-4 jours. Et pendant que du coup, eux, ils commençaient petit à petit à s'acclimater à aller à 3500 mètres d'altitude. Donc déjà, pour moi, c'était un peu heureusement, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir aller à Katmandou et d'être accueilli dans
dans cette école. Parce que mes parents connaissent en fait une personne qui parraine en fait des petites filles dans cette école à Katmandou. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu aussi sortir de l'aéroport, me faire un visa pour que quelqu'un puisse m'accueillir à Katmandou. Et donc voilà, après, c'est bien déroulé. Je suis arrivé à New Delhi avec mon nouveau visa et puis retrouver l'équipe aller et commencer en fait, le trek d'acclimatation. En fait. Donc, le fil. C'est vrai oui, ils avaient eu 3-4 jours déjà d'acclimatation aller, d'être tranquille. Et moi, dès que je suis arrivé, on a commencé. J'ai bien dormi avant de partir et j'ai dû commencer direct le trait d'acclimatation. Du coup, c'est IFA qui m'a pris en charge direct et ça a été voilà, ça s'est bien passé pour le. Voilà. Ils ont failli se passer du caméraman et on a failli ne pas avoir de film. C'est un peu ça, ouais. Bien. Est-ce qu'il reste quelques questions? On en a une dernière de Blandine qui dit « Ça a dû être flippant ». Blandine, tu veux dire la suite de la question? Bonsoir, ouais, je disais ça a dû être flippant d'avoir un problème de visa à l'arrivée et de ne pas savoir si ça allait le faire. Mais surtout, ma question, c'était de savoir combien de temps ça a duré, parce que là, on parle de 3-4 jours au début et j'ai du mal à me représenter la durée de l'expédition au total entre le départ et l'arrivée. Pardon, l'arrivée du coup. Vous êtes resté combien de temps en Inde et puis peut-être l'ascension en elle-même il me semble que c'était sur Oui, mais... en fait, on est resté un mois et 5 jours. Mais donc, en fait, il y a eu 3-4 jours d'acclimatation dès l'arrivée. Du coup, de rester à Alé, au village Alé, à 3500 mètres d'altitude, pour que notre corps s'acclimate à l'altitude. Et ensuite, à partir de là, de partir, du coup, on a fait une semaine et demie, je crois, de trek, ou une semaine, 7 jours de trek, du coup, entre 3500 et 5500 mètres d'altitude. Du coup, voilà, de franchir un peu ces paliers d'altitude, de monter, descendre, le temps pour que notre corps puisse s'acclimater. Ensuite, on est retourné à Lé. Du coup, on est resté 3 jours, je crois bien, du coup, à se reposer. Et ensuite, au bout de 3 jours, on est reparti en fait. Du coup, on a commencé à faire l'ascension, c'est-à-dire qu'on a continué, on a repris un peu le chemin qu'on avait pris au trek. Et en fait, on a fait, si mes souvenirs sont bons, en fait, on a marché 1 jour et demi, 2 jours. Et en fait, après le deuxième jour, du coup, on a pris une grosse après-midi où on s'est tous reposés. On a tous dormi et donc on est parti à 20h pour faire le sommet. Et ensuite, du coup, on est revenu le lendemain à 6h du matin et ensuite, on a dormi une journée, on est reparti le lendemain, quoi. Pardon. En termes alimentaires, parce que ma gourmandise me fait venir sur ces questions-là, est-ce que vous aviez une alimentation type occidentale ou l'alimentation qui est celle de la région dans laquelle vous étiez, qui demande aussi une acclimatation parfois? En fait, c'était les deux, parce que déjà, quand on était à Lé, quand on était en ville, on mangeait bien sûr la nourriture indienne. Mais quand on était en trek et quand on était à l'ascension, on avait du coup la nourriture occidentale, mais aussi indienne. D'une part, parce qu'en fait, pour moi, on a un peu tous ressenti, c'est-à-dire que le fait de manger indien tous, en fait, on n'est pas du tout habitué en tant qu'occidentaux à cette nourriture. Et donc, on avait tous des problèmes gastriques. Et donc, pour l'ascension ou même pour le trek, c'était compliqué de continuer à manger indien.
Mais voilà, il y avait un peu les deux, parce que bien sûr, les Sherpas qui étaient avec nous mangeaient aussi indien. Et puis, on avait, voilà, on avait parfois des frites, je ne me rappelle plus exactement, mais voilà, on avait aussi un peu de nourriture occidentale. Ok, merci. Est-ce que l'ascension au niveau difficulté technique, c'était quelque chose de très difficile? Est-ce qu'il y avait des ravins, des précipices? Est-ce qu'il y avait un danger évident? Ou est-ce que c'était quand même assez simple au niveau du sentier, hormis les problèmes d'altitude? Il n'y a pas eu on va dire il y a eu un glacier, un moment où c'était, voilà, on pouvait glisser facilement, ça pouvait être dangereux, mais c'est à partir plutôt la fin de l'ascension, un moment, c'est les images que je montre à la GoPro à la fin de l'ascension, c'est-à-dire qu'en fait, on est un peu dans notre tête, on est un peu dans notre on est un peu ailleurs et on s'est rendu compte du coup le lendemain en regardant ces vidéos qu'en fait on marchait sur un chemin qui était vraiment ridicule, qui était très petit et qu'à côté il y avait un ravin, un énorme ravin où si on mettait un pied de travers, en fait on pouvait un peu tout s'y passer, quoi. Donc on se rendait pas compte sur le moment des passages difficiles, mais il n'y a pas eu non plus des moments vraiment à grimper ou à passer une échelle. Non, mais c'était voilà, c'était assez dangereux dans le fait que ce soit pointu, enfin, ce soit Pointu. voilà, et du coup, Oui, c'était exposé, quoi. Ouais, ouais. Ok. Ben, je sais pas. On va peut-être conclure. Oui. Hein, s'il y a vu on n'a plus de questions en tout cas dans le fil. Par deux, trois commentaires très pentus effectivement. Je sais pas si Julie aussi, tu veux dire quelque chose. Je sais. Non, bah, tu as bien résumé les choses hein, dans l'ensemble. C'est vrai Ouais. que c'était une merveilleuse expérience. Et puis le plus beau, ça a été vraiment effectivement la solidarité d'équipe et puis les moments échangés avec les locaux. Et moi, c'est ce que je retiens le plus, quoi. C'est vraiment tous ces moments-là, c'était vraiment superbe, quoi. Mais non, tu as très bien expliqué. Hein. Merci à toi, Julie. Merci. Merci. On est bon. Ben, on va conclure. On va faire notre Guy Lux et notre Simone Garnier. Hein, on va rendre l'antenne. Je ne sais pas qui fait Guy, qui fait Simone. Mais... D'abord, Paul, on va te remercier évidemment pour nous avoir permis de regarder ton film et d'avoir participé et d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc, bravo et puis encore merci. Donc, merci aussi à vous tous d'avoir participé à cette soirée. Eh bien, avec l'équipe du Water Trip, je pense qu'on essaiera de remettre ça dans les mois qui viennent parce que je pense que c'est une solution parmi d'autres pour pouvoir pallier au déficit qu'on a de se retrouver dans ces périodes difficiles. Voilà. En tout cas, merci à tous et bonne soirée. Merci. C'est une bonne soirée. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne soirée. Au revoir. Merci, Paul. À bientôt. Merci. Salut, Romain. Merci Romain, merci à Salut, tous. Gérard. Merci. Oh, le sourire. Martin. Bye bye. Allez, vite. Bye bye. Bonne nuit Martin. Salut tout le monde. Salut toute seule. Ah bah oui. Ah, ben il est là, le Martin. Il faut tourner le les pages. Martin. Hein. C'est la régie. Salut, Martin. C'est un Martin pêcheur. Oh, mon Dieu. Un peu, hein, mais il ne faut pas le dire. Ouais. Allez, bisous à tous. Bisous. Ciao. Allez. Ciao, ciao. Et merci Ciao. encore. Hein, c'était super pour cette première. Très bien. C'est vraiment top. À refaire. Carrément. Carrément. Oui, à refaire. Par contre, Au revoir à tous. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Merci. Bye bye.